Emmanuel pour cette introduction et aussi merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée d'être ici. Alors effectivement, je suis ancienne STL et je vais en parler un peu aussi. Je vais essayer de mettre un œil aussi sur le chat, donc n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. J'ai aussi préparé un HackMD, c'est un genre de document de prise de notes sur lequel moi, j'ai des questions et c'est à vous de répondre à ces questions-là. Je préférais le faire avec le HackMD parce que c'est un peu plus anonyme que de répondre dans le chat. Et donc, je vais commencer la présentation. Donc, je suis, comme Emmanuel a dit, Morane Grunpeter. Je suis ingénieure logiciel et spécialiste de métadonnées dans le projet Software Heritage, dans le centre de recherche INRIA. Je vais vous faire aujourd'hui un long exposé, c'est un des plus longs exposés que j'ai que j'ai fait de ma carrière. Donc, j'espère tenir le coup. Je vais commencer avec mon introduction. Je vais vous dire comment je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Et après, je vais aussi vous présenter le projet sur lequel je travaille actuellement. Donc, ça, c'est ma biographie. Avant d'être ingénieure, j'étais harpiste, j'étais musicienne. J'ai changé au cours de cette brève carrière de musicienne. J'ai décidé de passer quelque chose d'un peu plus pragmatique. Et aujourd'hui, avec STL et de potentiellement devenir ingénieur logiciel. Après le master STL à l'UPMC, parce qu'à l'époque, l'université s'appelait l'UPMC, je sais qu'aujourd'hui, c'est Sorbonne Université, mais je garde cette désignation UPMC dans mes slides. Je ne sais pas si je devrais changer, mais voilà. J'étais directement j'ai commencé un stage chez Software Heritage juste après le master ou pendant le master. Et j'ai continué avec Software Heritage sur des projets européens. Un des projets était avec une université italienne qui s'appelait Crossminer. Et aujourd'hui, je suis sur un projet européen qui s'appelle FairSphere, sur un sujet assez différent de ce que vous voyez vous tous les jours, qui est plutôt sur les données, transformer les données en étant plus fair, F-A-I-R, qui veut dire findable, accessible, interoperable et reusable. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout ça parce que c'est un peu différent de ce que vous faites et ce n'est pas du tout le sujet de cette conférence. Mais je veux quand même vous dire que je participe, ça fait partie de mon travail, c'est participer à ces différents groupes qui discutent sur les sujets de open science, de la science ouverte et de la préservation digitale. Donc, ici, j'ai récolté 4 groupes sur lesquels je suis une participante active, mais cela dit, le logiciel a une place assez importante dans ces milieux-là, et ça devient de plus en plus important parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Pour commencer, je vous présente rapidement le projet Software Heritage. Rapidement, c'est parce que je vais après faire une introduction sur le sujet du code source et ultérieurement, je vais vraiment me pencher sur le sujet technique de comment est faite l'archive. Mais qu'est-ce que c'est Software Heritage? Je ne sais pas si vous connaissez Software Heritage. Normalement, non, si on était en présentiel, j'aurais demandé de lever la main si vous connaissez ce projet. De toute façon, je vais vous dire que c'est un projet d'une très grande importance. Il cherche à collecter, préserver et partager tout le code source logiciel qui existe dans le monde pour permettre de meilleurs logiciels et aussi de la meilleure science, la meilleure recherche. Software Heritage est aussi un catalogue de références pour référencer tout le logiciel
à partir de ces différentes forges pour trouver des logiciels. C'est une archive universelle en cas de désastre ou de plein de possibilités très très désagréables qui peuvent mettre en péril le code source existant aujourd'hui sur la planète. Donc il faut préserver cette base de savoir. Et c'est aussi une infrastructure de recherche sur laquelle on peut baser des analyses de très grande ampleur. Les principes de Software Heritage sont de vraiment donner accès à toutes ces différents domaines à cette archive universelle. Donc là, on a la culture, l'industrie, la recherche et l'éducation. Et aujourd'hui, dans l'archive, on a plus de 7. Alors là, c'est pas jour, je pense. Ah non, si. Pardon. Presque 9 milliards fichiers code source et un peu plus de 140 millions de projets. Là, je pense que la date est le 1er octobre. Hein. Donc, on a un peu plus que ça. Et voilà. Et donc, ça grandit de jour en jour. Et l'archive contient vraiment beaucoup de données. Plusieurs initiatives et organisations partagent la vision de Software Heritage. C'est important aussi de dire que l'UNESCO est derrière le projet Software Heritage et a beaucoup d'impact sur le projet. Et plusieurs sponsors nous soutiennent. Comme vous voyez ici sur cette page, on a des sponsors de différents niveaux. Récemment, on a aussi ajouté un sponsor qui doit apparaître ici, mais qui ne l'est pas, c'est le CNRS. Et cela montre à quel point le travail de Software Heritage a une importance sociétale. Donc, ça, j'aurais dû commencer avec ça. Pourquoi le code source? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on a besoin de préserver le code source? D'abord, il faut tenir en compte que le logiciel est partout. Vous, je ne dois pas vous dire, parce que vous êtes des ingénieurs logiciels en devenir, donc vous devrez savoir que vraiment tout aujourd'hui contient du logiciel. Le logiciel, on ne peut pas faire sans le logiciel. Et c'était peut-être pas le cas il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, c'est le cas. Deux exemples très intéressants de citations. Je vous ai mis sur ce slide. Le premier du projet Apollo 11 avec Margaret Hamilton, qui est debout à côté de tout le code source imprimé. Et la citation dit à quel point c'était le Wild West à son époque. Je pense qu'on a passé cette époque-là que c'est le Wild West, c'est beaucoup plus organisé, mais il y a beaucoup plus de code source. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même pas être debout à côté du code source imprimé de certains projets très importants. Et l'autre citation, c'est la citation de Tim Berners-Lee, l'inventeur de World Wide Web, qui dit que les personnes qui rejoignent ce groupe d'ingénieurs logiciels, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Ils peuvent faire toutes les choses qu'ils peuvent imaginer avec l'ordinateur. Donc, pourquoi le code source? La connaissance se retrouve dans le code source. C'est pour ça que le code source est très important. Si on regarde, par exemple, le bout de code qui peut créer Hello World, quand on regarde le binaire, il est très difficile de imaginer où peuvent être faites les modifications. Alors, je ne sais pas si vous pouvez trouver l'endroit où il faut faire les modifications. Ça peut être un jeu très intéressant, mais quand on regarde le programme, on sait bien où on fait les modifications. Vous savez très bien ça. Et je ne dois pas trop me tarder là-dessus.
ce qui est important, c'est que la première chose à faire quand on écrit du code, c'est qu'on l'écrit pour d'autres personnes et pas et c'est pas c'est voilà. Si les machines l'exécutent, c'est très bien, mais premièrement, c'est important ce code soit écrit pour les personnes parce que le code doit être lisible aussi pour vous-même et aussi pour d'autres personnes qui viennent s'ajouter à un projet. Donc, le logiciel évolue avec le temps. Des projets peuvent durer des décennies et le développement de liste, des versions de l'histoire du développement, du development history, est vraiment une clé pour le comprendre. Donc là, dans le diagramme que vous voyez sur la droite, c'est vraiment ça montre un peu la complexité de de ce qui est le logiciel, qui est difficile parfois à des gens, pour d'autres personnes qui ne font pas du logiciel, qui n'écrivent pas du code. C'est difficile parfois à comprendre cette complexité à la fin, que c'est exécutable. Et derrière un exécutable, il y a vraiment énormément de savoir qui est accessible dans du code source. Là, je donne un petit exemple directement de l'archive Software Heritage, où on voit ce savoir dans le commentaire, parce que ça serait difficile maintenant de retourner dans ce projet qui est le projet Apollo 11 et de comprendre vraiment le code, mais quand on regarde les commentaires, c'est intéressant de voir qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe et de quoi il s'agit. Et là, une chouette remarque, c'est qu'en latin, c'est écrit nolli se tangere, qui veut dire ne touchez surtout pas. Donc, c'est des choses qui peuvent être découvertes seulement en ayant le code source. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on archive le code source et on archive cette connaissance sur Software Heritage. Donc, le code source, il est important, mais il y a aussi l'évolution du développement dans un système de contrôle de version. J'imagine que vous savez que l'histoire des systèmes de contrôle de version, il date pas d'hier, mais par exemple, Git est assez récent. Il date seulement de 2005. Je ne sais pas si vous savez ça, mais avant 2005, il n'y avait pas Git. Il y avait d'autres systèmes. Si on regarde ce timeline, on voit qu'au tout début, des systèmes de contrôle de version, on avait RCS dans les années 80, plus CVS qui est dans les systèmes de contrôle de version centralisés, et seulement dans les années 2000, on a les systèmes de contrôle de version distribués, donc y compris Git et Mercurial et Baza. Software Heritage est arrivé de manière formelle seulement en 2016, où on a commencé à donner accès à l'archive au public. Et ce qui est important à noter ici, c'est que comme nous, on essaye de vraiment sauvegarder le code, mais aussi tout l'historique du développement, il faut qu'on ait une structure qui permet de sauvegarder tous ces différents systèmes de contrôle de version et pas seulement adapté à un système de contrôle de version. Mais on utilise des technologies qui sont utilisées aujourd'hui dans les systèmes de contrôle de version distribués. Pour comprendre un peu ce qui se passe là, pour faire ce que je viens de dire, il faut des identifiants uniques et intrinsèques, et il faut une structure d'arbre. Donc là, on utilise un arbre Merkle, un Merkle tree, Merkle DAG, et c'est une combinaison d'un arbre et d'une fonction de hachage. Donc, tout en bas, on a les blocs de données qui sont le contenu, et ceux-là sont hachés et remontés dans l'arbre. Et donc, à chaque niveau, l'identifiant, il est complètement intrinsèque. Alors, on va faire un petit détour sur les systèmes de contrôle de version. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas RCS, on a le système de contrôle de version des années 80, où on ne peut pas travailler sur le même
fichiers en même temps. On a le système de contrôle de version des années 90, où il est centralisé, mais pas décentralisé avec CVS. Et on a finalement, ici un exemple avec Git, du système de contrôle de version décentralisé, où on peut vraiment travailler de manière parallèle et grâce à ces identifiants intrinsèques. Aujourd'hui, les systèmes de contrôle de version distribués sont les plus populaires. On voit bien que Git en 2018, bon, peut-être en 2020 c'est un peu différent, mais je pense pas que ça serait très différent, et que Git prend la grande part de marché. Et il y a quelques chiffres ici sur la droite pour vous donner une idée de ce qui se passait, ce qui était en 2019 sur les nombres de repositories et de merge requests. Donc nous, on a utilisé cette technologie, de laquelle je vous parlerai dans quelques instants, avec le data model et le SWID. Le SWID qui est l'identifiant Software Heritage intrinsèque, qui est utilisé dans toute l'archive pour chacun des objets archivés. Donc avant de comprendre le SWID, il faut comprendre ce qu'on fait nous. On va aller récupérer du code source dans différentes forges, différentes distributions ou des différents package managers, et on va d'abord les lister. Donc c'est la première tâche serait le listing, et dès qu'on voit qu'il y a eu une modification sur une de ces origines, on va procéder au loading. Le loading va créer les objets dans l'archive de manière uniforme. Donc, malgré le fait qu'on a récupéré du code source de partout, de différents systèmes de contrôle de version et manière de garder le code, nous, on va le récupérer dans l'archive et on ne va pas le dupliquer. Chaque fichier unique va être gardé une fois dans l'archive. Par exemple, le fichier licence, la licence GPL, peut être référencé 30 000 fois. Je ne saurais pas donner même le chiffre de combien de fois il est référencé et il est utilisé dans l'archive, mais il sera seulement un contenu. Par exemple, ce contenu ici, où il y a beaucoup de flèches qui arrivent, ça serait beaucoup plus de flèches, mais c'est une façon de réduire la taille de l'arbre. Et donc ça, c'est un peu out of date, comme on peut dire en anglais, parce que, comme je vous avais vu avant, on est plutôt vers les 9 millions actuellement et les 140 millions de projets logiciels. Et donc, il s'agit de peut-être maintenant un peu plus de 400 terabytes de données et un peu plus de 20 milliards de nœuds et 280 milliards d'arêtes. Et donc, ça, vous avez déjà vu, donc ça, cette structure-là, elle est basée sur l'arbre Merkle, qui est une combinaison d'un arbre et d'une fonction de hachage. C'est rapide, ça permet une signature parallèle pour des grandes structures de données. C'est très utilisé. Aussi, c'est ce qui est utilisé avec Git, mais pas seulement. Ça fait partie aussi des blockchains et de IPFS. C'est vraiment une technologie très répandue. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet qu'il n'y ait pas de déduplication. Donc ça facilite vraiment l'archivage d'une de beaucoup de données, comme on veut faire avec Software Heritage. Donc, pour faire un petit trajet dans l'archive, comment ça se passe, on va commencer avec un contenu. Donc, voilà le contenu, comme je disais, la licence GPL. Ici, on a le SHA-1 Git, donc, et sa longueur. Il apparaît ici dans le dessin. Moi, je dirais pas que c'est ici, parce que j'aurais mis beaucoup plus de flèches, maintenant que j'y pense. Mais bon,
On va utiliser cet exemple. Après, on a ce directory qui est, lui aussi contient tous ces contenus et d'autres directories, d'autres dossiers. Donc, en fait, c'est un dossier avec des fichiers et d'autres dossiers. Ceux aussi ont des identifiants intrinsèques avec un SHA-1. Et ça permet d'identifier cette partie-là de l'arbre. Après, nous avons une révision qui est dans le monde Git un commit. Je ne sais pas si vous connaissez les commits, mais vous devrez connaître les commits, c'est très important quand vous êtes dans le monde Git. Et donc ça aussi, c'est un point dans l'historique de développement qui permet, dans ce cas-là, d'identifier toute cette partie-là où, voilà, ici, on a la révision, donc le commit, qui est rattaché à un dossier, un répertoire, mais il contient aussi son parent, donc la révision précédente, qui elle est rattachée à un autre dossier. Ces dossiers ont pu être très modifiés ou très peu modifiés ou beaucoup modifiés. Donc, on peut savoir si on fait un diff sur ces deux révisions. Mais quand on utilise cet identifiant, on peut avoir l'accès à toute cette partie-là de l'arbre. Puis on a des releases. Des releases, c'est un certain tag qu'on met sur une révision qui dit, voilà, on vient de faire une release, on donne ces informations pour cette release-là, et on peut même versionner cette release avec ici V0.0.51. Et cette release accède à une révision qui donne accès à toute cette structure qui est sous cette release. Finalement, on a le snapshot. Le snapshot, c'est vraiment une création Software Heritage qui vient capturer toutes les différentes branches qu'on trouve dans un projet de logiciel de développement sur un repository. Donc, on n'aura pas seulement une release ou une révision, on aura vraiment toutes les branches qui sont associées à ce repository à un moment dans le temps, donc une visite que Software Heritage a fait sur cette origine, et on retrouve toutes ces informations. Donc, quand on regarde, je sais que c'est un diagramme qui est difficile à comprendre comme ça de première vue, mais ce diagramme-là est vraiment très détaillé et correct. On va commencer par l'origine qui est sur la gauche. Donc là, on a la même origine avec la première visite, la deuxième visite et la troisième visite. Si vous voyez, dans la première et la deuxième visite, on identifie la même snapshot parce qu'on a retrouvé aucune modification dans aucune des branches. Donc ça va pour ces deux visites qui ont été à un intervalle pas très grand intervalle. Ici, je vois peut-être 10 minutes, non? Un truc comme ça, vont nous montrer la même snapshot. Donc, on ne va rien dupliquer et voilà. Et donc, la troisième visite nous crée une nouvelle snapshot où on se retrouve avec cette révision et en fait 4 révisions et une release qui était déjà dans la snapshot d'avant. Et vous voyez la différence entre la snapshot en haut et celle-là, c'est ce qui est en bleu clair et en gris. Donc, ce qui est en bleu clair, c'est ce qu'on a ajouté à l'archive par rapport à ce qu'on avait déjà dans l'archive, dans la première et la deuxième visite. Donc, tout ça, j'ai expliqué tout ça pour, en fait, vous expliquer aussi l'identifiant qu'on utilise sur Software Heritage. Ici, je vais juste m'attarder une petite seconde de plus parce que vous pouvez voir sous chacun des objets le hash qui est l'identifiant de chacun de ces objets qui sont dans l'archive. Donc, quand on va se demander quel est l'identifiant persistant qu'on veut utiliser, il faut qu'il soit le seul, sans ambiguïté, qu'il soit persistant, avec une certaine abstraction.
Et nous, on voulait garder qu'il soit gratuit, parce qu'on a vraiment énormément d'objets logiciels à identifier, qu'il y a une certaine intégrité associée à cet identifiant, qu'il n'y ait pas de autorité qui doit gérer ces identifiants. Donc là, quand on utilise un identifiant intrinsèque, si vous comprenez très bien la structure donnée avec le Merkle DAG, vous comprenez que chacun de ces éléments a un identifiant intrinsèque qui peut être calculé de l'élément lui-même. On n'a pas vraiment besoin de Software Heritage. C'est bien que Software Heritage est là pour les autres raisons où on archive du contenu et on ne veut pas qu'il disparaisse, mais ces identifiants-là, c'est une chose très importante aussi pour la reproducibilité et aussi pour le développement logiciel, comme je vous ai expliqué sur les systèmes de contrôle de version distribués. Donc, l'identifiant SWID, il a cette forme-là. Avant le H, on ajoute un préfixe, le préfixe du schéma de l'identifiant, la version de ce schéma et le type d'objet qu'on essaie d'identifier. Et voilà cet identifiant H qui est complètement compatible avec Git. Les différents types d'objets. Donc, le seul objet qui n'est pas compatible avec Git, c'est la snapshot parce qu'elle n'existe pas sur Git, la capture entière de toutes les branches. Et avec ça, ici, on identifie un contenu sur Software Heritage. On peut aussi identifier des lignes de code. Donc là, en ajoutant cet élément de contexte, on identifie spécifiquement ces lignes. C'est très utile si vous avez un algorithme dans un projet, dans un fichier que vous voulez référencer spécifiquement, et même par exemple si vous faites un rapport ou un article où vous vous parlez de différents algorithmes, vraiment référencer l'algorithme duquel vous parlez dans ce rapport ou dans cet article. À ça, on peut aussi ajouter l'origine, qui est l'URL sur laquelle on a trouvé le code source, qui est très utile pour avoir le contexte. On a d'autres éléments de contexte qu'on peut ajouter qui montrent le chemin complet qui était parcouru dans l'archive pour retrouver cet élément. C'est surtout utile quand on identifie seulement un contenu ou un directory pour savoir dans quel snapshot on l'a vu et dans quelle révision ce directory ou ce dossier ou ce contenu ont été récupérés. Donc, si on regarde deux exemples un peu populaires ou importants, on a ici l'exemple de l'Apollo 11. Donc, si je clique ici, je vais me retrouver, j'espère. Est-ce que je vais me retrouver? Ah, je ne sais pas si je vais me retrouver. Bon, attendez. Hop. Est-ce que je vais me retrouver si je fais ça? Ah. Je me suis retrouvée, mais sur mon autre écran. Donc voilà, je vais me retrouver exactement sur cet endroit-là dans notre archive. Donc c'est l'archive Software Heritage. Si vous ne connaissez pas, ce serait bien que vous allez faire un tour dans cette archive. Je n'ai pas donné de devoir de le faire, mais c'est bien parce que vous pouvez aussi aller rechercher vos logiciels à vous. Si vous développez sur GitHub, probablement c'est sur Software Heritage. Donc là, on a identifié ce petit algorithme ou partie de code où ce qui est marrant, c'est cette phrase-là où il dit « Please crank the silly thing around ». Donc, c'est une des choses un peu marrantes sur cet exemple. Et donc là, on a la boîte de permalinks qui permet d'accéder à l'identifiant SWID pour le contenu, pour le dossier, pour la révision ou pour le snapshot, avec ou sans les éléments contextuels d'information. Donc, si on était sur le contenu, on enlève ça, on a seulement le SHA-1 avec ce préfixe. Et si on ajoute, on a l'origine, la visite qui nous donne la snapshot, le encore qui nous donne la révision et un élément path dans le cas où c'est un contenu qui est dans un sous-dossier qui nous
permet vraiment d'aller voir tous les objets qui précédaient cet objet-là quand on a visité l'archive. Donc, je vais retourner ici. Hop. Pardon. L'autre exemple, je ne vais pas vous montrer comme ça de manière spécifique sur l'archive, mais si vous avez accès au slide et vous allez avoir l'accès plus tard, vous pourrez cliquer vous-même. Et donc, pour dire que ces identifiants-là, ils sont là pour identifier plus de 20 milliards d'objets dans l'archive. Et donc, avant de passer à la prochaine section, parce que j'ai parlé pendant longtemps, j'allais dire qu'à chaque section, j'allais faire une petite pause à vous poser les questions. Je vois que le chat, pas de questions pour l'instant dans le chat. Donc, avant de continuer, même si vous n'avez pas de questions, je vais vous envoyer sur le chat le HackMD que j'ai dit que j'ai préparé pour vous, avec des questions sur lesquelles j'aimerais bien que vous répondiez. Je le fais maintenant parce que vous savez, quand on fait des conférences virtuelles comme ça, on ne voit personne. On ne sait pas trop si vous écoutez, si vous êtes là, qui est là. C'est beaucoup plus facile en présentiel. Peut-être en ayant cette attendez, ouais, je ne vais pas l'ouvrir comme ça parce que ça serait moins anonyme pour vous. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous allez rentrer dans ce fichier. J'espère que vous m'entendez parce que j'espère que vous n'êtes pas perdu avec tous ces DAG et, et ces H et toutes ces terminologies qui est peut-être intuitive maintenant pour moi, mais assez difficile à comprendre en une heure. Donc, voilà. On va regarder ce document ensemble plus tard. Je vais continuer quand même, malgré le fait que j'ai aucune question dans le chat, en espérant que j'ai des questions un peu plus tard. Les 3 autres sujets que je voulais attaquer aujourd'hui. Alors, le premier, c'est le dépôt de logiciels. Ça, c'est un cas d'utilisation pour les logiciels de recherche. Ça, c'est important à connaître, surtout si vous voulez continuer dans le parcours de recherche. Mais c'est aussi intéressant pour voilà, une connaissance générale de ce qui se passe. Ah, je vois une question. Quels sont les logiciels qui peuvent être stockés dans Software Heritage? Il faut faire une demande. Ça c'est une très bonne question parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment expliqué. C'est nous qui collectons les logiciels, donc il n'y a pas vraiment une question de faire une demande de stocker. Cela dit, je vais vous montrer un cas d'utilisation où on fait une demande de stockage de logiciels, mais normalement, et l'idée initiale de Software Heritage était vraiment une archive universelle qui va aller chercher le code public accessible pour qu'il soit préservé quelque part si ces forges disparaissent. On a vu des exemples assez importants comme Gitorius qui a disparu, auquel on n'a plus accès à ces logiciels quand on va sur la page gitorius.org, mais ces logiciels-là ont été sauvegardés sur Software Heritage. Donc, si vous tapez dans la barre de recherche sur Software Heritage Gitorius quelque chose, vous allez les retrouver sur Software Heritage. Et donc, pour la demande de stockage, on a une possibilité de faire un Save Code Now, duquel je vais parler un peu plus tard, où une personne qui veut sauvegarder un repository qui existe dans le monde, il peut juste mettre l'URL chez nous et nous, on va aller prioriser cette URL et l'archiver chez nous. Sachant que normalement, si c'est une URL, par exemple une URL GitHub, GitLab ou Bitbucket, c'est quelque chose qui périodiquement est stocké chez nous. Et donc, oui, tous les projets GitHub, alors la question, vous avez parlé des projets GitHub, tous les projets GitHub sont stockés automatiquement. Oui, tous les projets sont stockés automatiquement chez nous. Voilà. Parfois, il y a une grande différence entre les visites. Donc, si vous cherchez un projet GitHub et il aurait pu être stocké il y a 3 ans ou il y a 2 ans,
et le passage dessus n'était pas, est pas régulier. Bien sûr que ceux qu'on a mis en projet privé ne sont pas stockés sur Software Heritage. C'est encore une fois tous les codes sources publics. J'ai une question, je peux? Oui, bien sûr. Et si quelqu'un a un projet public mais qui ne veut pas être référence aspiré, est-ce qu'il y a des gens comme robot.txt qui disent non, non, là, c'est une manière de Alors, dire une chose pour dire non, non, je ne veux pas être capturé ou je ne veux pas être aspiré? Ou alors est-ce que actuellement, on n'a pas de mécanisme qui interfère l'aspiration des projets, mais on a un mécanisme on peut le faire légalement. Si quelqu'un vient nous faire la demande, voilà, on va le supprimer s'il y a eu abus d'aspiration. Mais non, mais sans abus, c'est juste. Mais là, je comprends. Toutes les inspirations sont aspirées. voilà. En fait, c'est un peu comme l'Internet Archive. Si vous connaissez ce projet, ce projet-là, il cherche à collecter et archiver tout l'Internet, tout le web. Alors, il n'arrive pas à faire tout le web parce que le web, c'est énorme, mais périodiquement, il va aspirer les pages publiques qui existent. Et alors, cela dit, je serais pas du tout capable de dire s'il y a des fichiers robots.txt qui permettent de comment dire, ne pas laisser accès à ce type de collecte à partir pour Archive, Internet Archive. Alors, j'ai deux autres questions. Est-ce qu'il y a une procédure de vérification des codes, tests par exemple? Alors non, on ne teste pas la fonctionnalité du code. Donc, on n'essaie pas de chercher de archiver les bons codes, entre guillemets. On cherche à archiver tous les codes qui existent parce qu'on ne peut jamais savoir si un petit projet qui a l'air un peu ridicule au départ ultérieurement deviendra quelque chose de très, très important et très populaire. Donc, on ne va pas faire une décision préliminaire. En plus, le code source, ce n'est pas quelque chose de très lourd. C'est des fichiers de texte. Ce n'est pas des vidéos ou des images. Donc, vraiment, là, on est sur cette idée de collecter tout ce qui est public et existe pour ne pas le perdre. Et donc, oui. Si les étudiants ont un projet guide public, ils peuvent vérifier s'ils sont sur Software Heritage. Exactement. Vous rentrez dans archive.softwareheritage.org et il y a une barre de recherche. Vous mettez l'URL de votre repository et vous voyez si on est déjà passé dessus ou pas. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire une demande d'archivage si vous voulez. L'autre question que je vois ici, does it contain proprietary code or just open source stuff? If yes, how long does code take in the public domain? Alors, on n'a pas actuellement du code propriétaire, seulement ce qui est public. Donc, c'est subtil avec open source parce qu'il y a aussi beaucoup de code public sur ce GitHub et sur d'autres forges qui n'ont pas de licence. Donc, on ne peut pas dire que c'est du open source, mais il est public, donc il est accessible. Et ça, on l'a sur l'archive Software Heritage, avec l'idée d'être l'archive aussi de tout ce qui est open source. Plus tard, dans notre roadmap, ce serait aussi de garder des logiciels propriétaires qui vont éventuellement ne plus être propriétaires parce qu'avec le temps, même si c'est 50 ou 100 ans, ils vont devenir public domain. Donc, ils vont sortir de leur obscurité et au moins, ils seront sauvegardés sur Software Heritage. Mais pour l'instant, techniquement, on ne le fait pas. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus loin dans notre roadmap. Autre question pour l'instant? Ok, je vais continuer avec les 3 autres éléments. J'espère que ça sera plus rapide, mais ça parle de sujets aussi intéressants, mais un peu moins globaux. Donc, on a le software, le dépôt de logiciels, et ça, c'est pour les logiciels de recherche. Donc, le logiciel de recherche est
un pilier qui a été oublié dans la science ouverte, parce qu'on a beaucoup parlé de sauvegarder et de donner accès à, aux publications et à donner accès aux données, mais les logiciels sont un peu oubliés. Et maintenant, en ce moment, ils deviennent vraiment euh, euh, au devant de la scène. Donc, parce qu'ils ont une grande importance pour la reproducibilité. Et sans les logiciels, reproduire les données est parfois impossible. Cela dit, même avec les logiciels et même avec le code source, la reproducibilité est très difficile. Mais c'est un sujet d'actualité dans la recherche en ce moment. Donc, ce qui est important pour ces logiciels de recherche, c'est qu'il faut d'abord qu'ils soient archivés. Parce que s'ils ne sont pas archivés, ils peuvent disparaître. Il faut pouvoir les identifier et les référencer, parce que sans les identifier exactement, on ne peut pas reproduire une expérimentation. Parce qu'un logiciel, c'est quelque chose de vivant, ça évolue. Et le même logiciel qui a fait avec la version 1.5 et la version 2.8 peut donner un résultat différent. Donc, pour la reproducibilité, c'est très important de référencer la bonne version. Puis, il y a la question des métadonnées, qu'il faut que ces logiciels de recherche soient bien décrits pour qu'on puisse les découvrir. Si un logiciel de recherche a été créé sans qu'on puisse savoir qu'il est dans le monde, ce serait difficile de le retrouver. Et finalement, et ça aussi, pour cela aussi, les métadonnées sont importantes, c'est la citation. Mais ce qui est vraiment important pour la citation, c'est donner crédit aux auteurs. C'est comme ça que ça marche dans la recherche. En écrivant des articles, on peut être cité par nos collègues. En étant cité, on reçoit ces crédits, ces évaluations. Et de la même manière qu'on veut être, en tant que chercheur, cité pour des articles, on veut être aussi cité pour des logiciels, parce que les chercheurs qui font du logiciel, et potentiellement vous, vous allez travailler beaucoup à écrire du code, peut-être, probablement, et vous allez mettre de l'énergie sur ces choses-là. Et pour cela, vous avez envie d'être aussi cité sur ce travail que vous faites. Donc, pour le cas d'utilisation du dépôt, on a un partenariat avec HAL, l'archive ouverte. Donc, vous avez le petit logo ici, archive ouverte HAL. Et ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est qu'en commençant ce partenariat, les chercheurs voulaient déposer aussi du logiciel sur HAL, et pas seulement des articles. À l'époque, on pouvait déposer seulement des articles, des rapports, des thèses et des écrits différents, mais on ne pouvait pas déposer des logiciels. Et donc ça, c'était nouveau. Et donc, en déposant sur HAL, il y avait un modérateur qui est un archiviste qui vérifie les métadonnées. Les métadonnées sont cohérentes avec le dépôt. Et ce dépôt va être sauvegardé aussi sur HAL et va être affiché sur la plateforme HAL avec un identifiant HAL qui est un identifiant extrinsèque. Et puis, avec le protocole SWORD, il arrive chez nous, chez Software Heritage, et ce logiciel ce code va être inséré dans l'archive, et après cette insertion, il va recevoir un SWID qui va être présenté sur la page du dépôt du chercheur. Et donc ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué, mais actuellement, on peut déposer avec un zip ou un tar.gz et des métadonnées sur le formulaire. Et une chose qu'on espère avoir dans les prochains mois, c'est que les chercheurs peuvent aller directement sur ce formulaire et mettre un identifiant SWID et ne pas mettre de zip, ne pas mettre de tar.gz, juste ajouter des métadonnées et que ça soit référencé dans l'archive HAL, ce qui est très bien pour recevoir du crédit sur HAL. Donc,
Rapidement, juste pour montrer comment ça marche sur HAL, on choisit le type logiciel et là, on met des métadonnées sur ce formulaire. Actuellement, comme j'ai dit, il faut déposer des fichiers. J'espère que dans les prochaines semaines, parce qu'on travaille d'arrache-pied en ce moment pour que ça soit possible, on dépose aussi des logiciels de recherche. Là, c'est spécifiquement les logiciels de recherche. Alors, pas forcément français, mais pour l'instant, c'est vraiment que francophone, l'archive HAL. L'idée en général, ce serait qu'on ouvre le dépôt, pas seulement avec HAL, et on a déjà des clients potentiels. Donc, ça donne ça après. La page sur HAL hein, et avec le lien sur Software Heritage. C'est pas très à jour, hein, c'est un peu différent. La citation ici est différente. Et donc, la raison pour laquelle je vous montre ces slides, c'est pour donner un peu de compréhension sur la question de référence par rapport à citation. Donc, pour avoir le crédit duquel on parle, qui est très important, on a besoin de métadonnées et on a surtout besoin des auteurs et des contributeurs parce qu'il faut identifier les personnes qui ont travaillé sur le projet et qui méritent ce crédit. Mais pour la réutilisation et pour la reproducibilité, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de métadonnées descriptives et on n'a pas besoin des auteurs. On a juste besoin d'un objet spécifique et de savoir quel était cet objet. Ce serait bien avec un peu de documentation parce qu'on sait tous, ou j'espère que vous le savez déjà, écrire un logiciel sans le documenter, ça va être très difficile à le réutiliser ou le reproduire plus tard, même si c'est vous qui essayez de le réutiliser ou le reproduire plus tard. Donc, ça c'est bien que cet objet-là vienne avec certaines informations complémentaires. Et pour l'archivage et l'indexation, on a ce qui est la partie HAL qui donne le formulaire métadonnées et on a l'objet Software Heritage. Donc ça, c'est vraiment la connexion entre ces deux cas d'utilisation et qui aussi démontre à quel point l'archivage est important pour ces choses-là. Donc, une proposition de citation et cette citation dessous. Récemment, Roberto a créé une bibliothèque pour la citation du logiciel. J'ai aucun slide sur ça ici, mais si vous êtes intéressé à citer vos logiciels avec bibliothèque, on a un blog post sur ce sujet et même un tutoriel sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On continue sur un sujet similaire. Donc, j'avais dit qu'on pouvait sauvegarder sur Software Heritage des liens GitHub sans passer par HAL, en passant par Software Heritage seulement, avec un save code now. Et donc, nous, on préconise pour des logiciels de recherche de suivre cette démarche où un chercheur, mais je conseille ça à toute personne, hein, même pas pour les chercheurs. Tout le monde doit ajouter au moins un README, une licence et un fichier authors. Alors, authors, ça, c'est peut-être plus recherche parce que vous voulez du crédit, mais c'est bien aussi, dans tous les cas, d'identifier les personnes qui travaillent sur un logiciel qui mérite le crédit sur ce logiciel. Et finalement, un code meta JSON file, ça serait, je vais peut-être en parler un peu plus tard. Donc, dans ce README, c'est plus important qu'il ait le nom et la description de ce logiciel. J'espère que vous faites des README, mais même si vous ne faites pas des README, j'aimerais bien voir vos réponses dans le petit HackMD que je vous ai passé. Et le plus important après cette description, ça serait d'avoir des instructions comment utiliser le code source et comment compiler et avoir tout ce qui est autour qu'est-ce qui est nécessaire pour l'environnement de ce logiciel, de ce code source, pour l'exécuter, pour l'utiliser. Et après ça, il y a d'autres choses qui seraient bien, mais pas nécessaires, comme un site web, de la documentation générale et des news ou des images, des choses un peu plus, pas très nécessaires, mais qui donnent un contexte à ce logiciel. Donc après, quand vous venez sur cette page-là du Save Code Now,
qui a un autre icône aujourd'hui. Pardon, je n'ai pas mis à jour la photo. Et vous mettez votre URL et ça va créer une demande de notre côté pour aller récupérer le logiciel. Donc, il n'y a rien à faire à part mettre cette URL ici. Si vous faites un save code now, ce qui est différent de déposer le code lui-même sur HAL, par exemple. Et après, quand vous voulez référencer votre code, donc si vous faites un rapport, par exemple, où il y a du code sur GitHub, par exemple, ça serait bien que vous référencez exactement le code que vous voulez décrire dans ce rapport. Et pour faire ça, par exemple ici, je vous montre l'exemple d'utiliser le SWID d'un algorithme. C'est un algorithme qui était conceptualisé par James McAfee et il existe dans SageMath. Et quand on va sur ce lien, normalement, si tout se passe bien, ah mince, c'est sur une autre fenêtre. Attendez, hop. Ouais, voilà. Donc, ce lien-là, c'est le code. Alors, j'ai accédé à ce code à partir du SWID, donc le SWID que vous trouvez ici. Et ce code existe sur le projet SageMath. Et vous voyez ici cette définition dans la documentation que c'est basé sur l'article de James McAfee, en donnant crédit à James McAfee. Et donc là, vraiment, on identifie cet algorithme dans le code. Donc ça, c'est un exemple beaucoup plus... Ah, pardon, je vois ça. Ah, merci pour le chat. Pardon, désolée. Ah. Oui, continuez à m'écrire sur le chat si quelqu'un est coincé dehors. C'est bien que vous faites ça. Pardon. Donc, je vais continuer. Pour aller plus haut, donc là, on a un identifiant d'un dossier. Donc là, on avait un fichier avec les lignes de code. Donc ici, les lignes de code, le dossier. Puis, la release. Donc là, une release, c'est REL. Donc, la release 2.3.0 de Darktable de 2016. Et la snapshot qui a été prise de GitHub en 2017. Donc ça, c'est les exemples que je vous montre ici. Donc ça, c'est pour terminer notre section dépôt logiciel. Et donc, on arrive rapidement sur la section des métadonnées. J'ai un peu dit quelques petites choses avant, mais vraiment, les métadonnées, c'est le sujet sur lequel moi je travaille chez Software Heritage et sur lequel j'ai travaillé pour mon stage et que je trouve très, très important parce que si on veut vraiment construire le web sémantique du code source ou des logiciels libres, c'est vraiment les métadonnées qui sont la clé pour le faire. Donc, je vais poser quelques questions comme ça dans l'air. Qu'est-ce que c'est un logiciel? Quels sont les termes pour décrire un logiciel? Et qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui est la différence entre logiciel et code source et pourquoi on s'intéresse au code source? Et est-ce que code source est équivalent à logiciel? Donc, je vois que Sofiane n'entend pas. Donc, je pense que c'est de ton côté, Sofiane. Si tu veux essayer de te déconnecter et revenir, il n'y a pas de souci. Ok, super. Donc, pour revenir à ça, pourquoi je pose ces questions-là et surtout pourquoi je vous pose ces questions-là? Parce que vous êtes des ingénieurs logiciels, donc ça doit être naturel de savoir répondre à ces questions-là. Mais en fait, quand moi je suis arrivée chez Software Heritage, c'est devenu pas très naturel au sens où il y avait vraiment des questions beaucoup plus larges. Est-ce qu'un langage de programmation est considéré un logiciel au sens où il faut l'archiver, où il faut faire toutes ces opérations qu'on fait pour les autres logiciels? Est-ce qu'un système d'exploitation est un logiciel? Alors, aujourd'hui, je peux vous répondre très facilement.
Oui, parce que toutes ces choses-là sont écrites par des humains avec des codes sources et donc il faut les archiver. Mais c'est vraiment pas si évident que ça quand on regarde la question des métadonnées. Pour qu'on ait cette terminologie en tête, il y a le logiciel en tant que concept qui est le projet sur lequel on travaille, sur lequel il y a des auteurs, des créateurs et une communauté, surtout quand on parle de logiciel libre, il y a une grande communauté autour qui n'est pas le code source et qui n'est pas l'exécutable. Donc, c'est des choses qui sont conceptuelles, qui est très difficile à décrire et à identifier par rapport à des objets digitaux, comme les binaires ou ce que nous on archive, les codes sources. Les codes sources sont très faciles à identifier, très faciles. Ça a pris du temps d'arriver à cette solution-là, mais ils sont assez faciles à identifier et on a vu qu'on a un mécanisme qui marche pour identifier le code. Et maintenant, quand on se penche sur la question du logiciel en tant que concept, qu'est-ce que ça contient, ce concept logiciel? C'est des questions qui sont un peu plus philosophiques, théoriques. Et on se demande, est-ce que c'est vraiment du logiciel quand on regarde une communauté de logiciels libres? Est-ce que ça, c'est le logiciel ou pas? Est-ce qu'il faut l'identifier aussi ou pas? Je vais continuer pour les différents cas d'utilisation. On a besoin pour les métadonnées, on a besoin de différents. On a besoin de ces métadonnées pour découvrir, pour partager, pour archiver le logiciel, mais aussi pour avoir une recherche sémantique, pour pouvoir accéder au contexte d'un code source, parce que si on arrive sur les exemples que je vous montre, moi je les connais parce que je les ai mis dans la présentation, mais quelqu'un d'autre qui arrive sur cet exemple, il n'y a que l'identifiant spécifique de ce contenu. Il n'a pas forcément toutes les informations attachées à ce code source. Et sans ces informations-là, c'est très, très difficile de comprendre pourquoi l'importance de cet algorithme ou de ce code. Et ou même s'il n'est pas important et il n'y a aucune raison de le regarder, il est nécessaire d'avoir des informations pour quand même déchiffrer l'existence de ce code source. Et donc pour ça, on a besoin des vocabulaires pour... ah mince, pardon, je vois que Sofiane est repartie, elle est revenue. Et donc, on a besoin de ces vocabulaires pour donner une certaine cohérence à toutes ces informations sur les logiciels. Donc, les métadonnées, on peut les trouver à différents endroits. On peut les trouver dans des catalogues et de métadonnées où il n'y a pas du tout de code source, il n'y a que les catalogues. On peut les trouver sur des endroits où sont partagés les logiciels, sur GitHub, sur Bitbucket, par exemple. Il y a des métadonnées qui sont vraiment une surcharge d'informations. Par exemple, les étoiles GitHub, ça serait une métadonnée qui n'est pas dans le code. Et on peut il y a certains avantages et certains problèmes avec ce type de métadonnées où ils ne sont pas forcément archivés avec le code. Et même si nous, on aimerait récupérer toutes les métadonnées de partout, on ne le fait pas encore. Et ça aussi, c'est dans notre roadmap. Il y a aussi une autre possibilité de mettre les métadonnées dans le code lui-même avec un fichier de métadonnées. Donc ici, les exemples que je vous donne, c'est un fichier de package management. Donc on a package.json par exemple ou pom.xml qui sont très connus. Il y a d'autres fichiers qui sont un peu moins connus avec le fichier citation et le fichier .about. Et finalement, un fichier de métadonnées que nous, on aime beaucoup, c'est le codemeta.json parce que nous, on les récupère sur Software Heritage directement, on l'indexe et c'est un fichier qui est sorti de la communauté de recherche de chercheurs et de ce milieu-là.
L'avantage, c'est que ces fichiers-là sont créés par les auteurs parce qu'il est créé dans le repository. Et ils ne dépendent pas du repository ou du catalogue. Ils dépendent vraiment de la volonté du chercheur ou du développeur de mettre ces informations-là dans leur code. Et donc, un petit souci avec ça, c'est que peut-être beaucoup de développeurs se disent qu'il n'y a aucune raison de mettre des fichiers de métadonnées et que le code se documente tout seul et les métadonnées voilà, il n'y a pas de raison de mettre spécifiquement un fichier. Mais je vous dis que c'est très, très important pour l'archivage de ces codes sources qu'il faut des métadonnées ajoutées dans ces codes sources. Je vais passer ce slide, même si je l'ai mis ici. C'est une des raisons pour lesquelles, ça c'est les Software Citation Principles, c'est les principes de citation de logiciel, et une des raisons pour lesquelles il faut comprendre pourquoi, on peut comprendre pourquoi les métadonnées sont importantes. Mais je vais passer à cette partie-là où je vous montre des différents vocabulaires qui existent pour décrire des logiciels. Alors, et ça dépend sur une certaine catégorie certaines catégories de description. Donc là, on a les vocabulaires qui sont sur la préservation digitale. Après, on a les vocabulaires ou des package management qui sont plutôt logiciels. Donc, on a DOPE, Description of a Project, qui était très populaire sur les logiciels libres à un certain moment. On a les catalogues qui ont aussi des vocabulaires pour décrire les logiciels. On a les données connectées, les link data, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, avec schema.org. Et on a l'écosystème académique avec Ontosoft et DataCite qui ont des vocabulaires vraiment spécifiques académiques. Et tous ces milieux-là, parfois se divergent, parfois ils se rencontrent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mettre un code méta JSON dans votre peut-être vous n'allez pas faire cet effort-là, mais un chercheur devrait faire cet effort-là pour décrire son logiciel. Et donc, le vocabulaire code méta, il est un peu la liaison entre ces différentes catégories parce qu'il est une extension de schema.org, mais il y a une table de correspondance qui met en évidence les différents package managers et la correspondance entre ces propriétés qui sont sur un package manager et les propriétés code méta. Par exemple, si sur code méta, on a le titre du logiciel, on aura cette même correspondance dans tous les autres vocabulaires qui ont été référencés dans une grande table de correspondance qui nous permettent chez Software Heritage et qui permettent aussi à d'autres initiatives de traduire les métadonnées d'un logiciel à un autre, d'un domaine ou d'une discipline à une autre. Donc, les termes de métadonnées, ça, c'est pas exactement les termes qui sont sur Code Méta, mais c'est à peu près les termes qu'on cherche quand on parle de métadonnées. Donc, on a des termes pour identifier le logiciel, on a des termes pour exécuter. Oui, pardon, ça me fait marrer. Mais pour compiler et exécuter le logiciel. Puis, on a des termes pour classifier le logiciel. C'est très bien pour pouvoir trouver un logiciel quand on est à la recherche de certaines fonctionnalités. Et on a des métadonnées administratives pour vraiment trouver des moyens, contacter les personnes qui font partie du projet, etc. Et donc, ce qui est important de comprendre, les logiciels sont complexes, ça vous savez, mais vraiment, quand vous allez peut-être sortir de vos études, vous allez voir qu'il y a des grandes communautés très complexes et il y a aussi des organisations qui font des structures différentes de logiciels que vous n'avez pas rencontrées pendant vos études. Et
Et ça va juste s'aggraver parce qu'il y aura des nouvelles technologies, des nouvelles manières de peut-être structurer les projets logiciels. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un milieu très intéressant et le travail est continu. Et il y a différentes granularités pour identifier le code et pour identifier un code. Donc, si on veut identifier, comme on a dit, un artefact, un objet avec le SWID, mais après, plus généralement, peut-être comme projet, pour identifier un projet, on a envie de dire un institut a créé un projet, a créé OCaml N scikit-learn, par exemple. Donc, ça c'est un autre niveau d'identification qui n'est pas identifié l'objet logiciel. Sur Software Heritage, on a des indexeurs qui vont aller récupérer ces fichiers métadonnées pour mettre en avant la recherche de ces propriétés dans les fichiers qu'on a retrouvés. Aujourd'hui, on supporte seulement 5 types de fichiers que vous voyez ici. Le premier, c'est le code meta.json, mais après, plus généralement, on a Maven pom.xml, on a npm package.json, on a les packages d'infos de Python et on a les gemspec de Ruby. Si vous voulez vérifier le code, il y a un tutoriel dans notre documentation qui est accessible par ici et un blog post qui explique tout ça à peu près comme je vous ai décrit, mais c'est un peu plus détaillé. Si vous êtes intéressé sur le côté technique, c'est vraiment le tutoriel qu'il faut aller voir. Je vous ai mis ici juste un imprimé d'écran du code de chez nous. En fait, c'est sur Software Heritage, mais c'est nous qui l'avons développé dans l'équipe. Et donc là, c'est une classe code meta mapping et ça montre comment on fait pour traduire les fichiers qu'on récupère. Donc, quand vous allez sur Software Heritage dans l'archive, si vous suivez ce lien, et vous avez ce SWID, vous pouvez aller visiter un peu le Metadata Dictionary qui est dans l'indexeur, dans un module. Et si ça intéresse quelqu'un, c'est comme ça que nous, on traduit les métadonnées côté Software Heritage. Là, il n'y a pas de traduction parce que c'est le code méta et comme on traduit tous les fichiers en code méta, ici, c'est juste la récupération des termes tels qu'ils sont dans le fichier. Mais dans d'autres classes où il y aura un NPM mapping ou d'autres mappings, donc vous aurez ces définitions de fonctions qui vont aller traduire avec les propriétés qui sont dans la table de correspondance code méta, qui est archivée aussi chez nous. On ne veut pas se fier seulement sur la table qui est publique. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, avant de passer à la section suivante, je vais aller voir les questions. Donc, je vois 2 questions. Est-ce que Software Heritage propose du coup un protocole pour faire une métadata parfaite standardisée? Alors, on n'a pas un protocole, mais on a contribué à la communauté CodeMeta un outil qui s'appelle le CodeMeta Generator, qui est un formulaire en ligne. Alors, c'est aussi un projet que vous pouvez cloner et utiliser chez vous, mais normalement, c'est accessible sur la page web de CodeMeta où vous mettez les propriétés de votre logiciel dans ce formulaire. Je pense qu'il n'y a pas une question parfaite. Le mieux, c'est d'utiliser le maximum de propriétés que vous pouvez utiliser. C'est assez difficile. Hein. C'est un exercice difficile d'aller retrouver toutes les métadonnées parce que il faut faire des décisions, prendre des décisions. Peut-être pour vous, étudiants, comme c'est votre projet, les décisions d'auteurs sont plus faciles parce que vous êtes les auteurs de votre code. Mais après, il y a aussi des décisions de licence, qu'il faut choisir une licence, la description, faire une plus grande description ou moins grande description, plus complète, moins complète. Donc,
parfait, je dirais qu'on n'a pas, mais vous pouvez utiliser cet outil pour générer un fichier code méta. Ça facilite au moins la génération du fichier. Et après, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre sur ce fichier. Et donc, la deuxième question, je ne suis pas sûre de comprendre, il y a une différence avec un README. Ah oui. Alors, un README, c'est du texte libre. Vous faites ce que vous voulez avec un README. Vous pouvez mettre des auteurs si vous voulez ou pas, définition si vous voulez ou pas. Un code méta, et c'est bien que vous m'avez posé cette question, parce que c'est ça une bonne différence entre les deux, c'est que c'est un JSON LD, ça veut dire qu'il y a LD, c'est linked data, c'est qu'il y a certaines, c'est un JSON, donc il y a des propriétés en utilisant un certain vocabulaire qui peut être après vérifié et réutilisé par des machines. Donc, on retrouve une propriété avec sa valeur de manière très structurée, qui n'est pas le cas d'un README. Donc, au final, un README peut avoir tout ce qui est dans un code méta JSON. Donc, on peut mettre toutes les informations qu'on a mis dans un code méta JSON dans un README. C'est beaucoup plus difficile de rechercher sur un README que sur un code méta JSON. Au final, ce serait à peu près la même information, mais si vous faites un très bon README, c'est bien aussi. Il n'y a pas besoin de faire un code méta.json juste pour le faire. Tant que l'information existe, c'est le mieux. Ça, c'est le plus important. Donc, je vais terminer cette présentation avec notre workflow de développement. Donc, ça, c'est un peu l'architecture de Software Heritage. On utilise plusieurs modules. Donc, le module dans lequel la partie que je vous ai montrée, elle est sur SWH Indexer. Mais ils sont un peu tous liés, comme vous voyez avec ces flèches, parce que l'indexeur va avoir besoin d'avoir accès au storage, qui est à la main sur le stockage des codes sources dans l'archive. Et bien sûr, SVH Docs, qui est notre module de documentation, il est attaché à tout parce qu'il documente tous les modules. Donc, ça, c'est un peu une vision un peu plus globale du projet, de l'architecture de Software Heritage, en tant que code lui-même, non pas en tant qu'archive. Et il faut savoir que tout est accessible sur notre forge. On a une forge, je pense que c'est dans un autre slide. Alors, je vais continuer ici. Donc ça, c'est un peu comment ça marche. On a différentes API qui sont liées à notre web app, que vous avez eu accès à quelques prises d'écran que j'ai fait, et même quand j'ai montré sur la web app. Donc cette web app, elle va taper sur ces différentes API. Donc ici, l'API de l'indexeur pour ce que je vous ai montré. Mais sinon, on a l'API du Deposit pour déposer, pour avoir accès sur les dépôts logiciels. Et on a différents mécanismes pour scheduler des tâches avec ce qui s'appelle un Celery Broker. Mais je ne vais pas vous expliquer tout ça parce que c'est beaucoup plus technique que ce que je pensais vous dire aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que tout est documenté sur notre site web docs.softwareheritage.org/devel, et on a un developer setup. Donc, chaque personne qui va sur cette page-là a toutes les instructions pour vraiment recréer Software Heritage sur leur machine. Ça demande un virtual env, un pip, des paquets pip et des paquets tox pour les tests. On a d'autres pages sur le développement logiciel sur notre wikisoftwareheritage.org, avec la catégorie Software Development. Et je vous ai mis aussi ici notre page de stage. Est-ce qu'on a aussi des stages ouverts, très intéressants. Si vous avez des idées de faire des stages l'année prochaine et le projet vous intéresse, surtout c'est ça ce qui est important, si vous êtes intéressé par notre projet, n'hésitez pas à contacter, à voir déjà si les stages qui sont proposés vous intéressent, et vraiment si vous voulez,
Vraiment, choisissez un sujet de stage qui vous intéresse quand vous nous contactez. Ça aide beaucoup à notre réflexion si on peut prendre un stagiaire ou pas. Tout ce que nous faisons, toutes les activités de développement sont accessibles sur notre forge, la forge softwareheritage.org. Et là, on a toutes les tâches qui sont ouvertes avec aussi des tâches qui sont appelées Easy Hack. Les Easy Hacks, c'est pour les personnes qui veulent contribuer au projet, qui sont pas forcément font partie du projet. Ils peuvent s'aventurer avec ça. On a eu quelques contributions et je pense que c'est une bonne idée de s'exercer si vous avez le temps, hein, entre les devoirs et les tests et les conférences virtuelles que vous suivez presque tous les jours, j'imagine. Donc, c'est une idée. Nous, on utilise Git et on a pour les bugs et pour les tâches, on utilise la Forge. Donc, tout est public, hein, visible, même juste pour aller lire qu'est-ce qui se passe, pour aller voir. C'est un projet intéressant à suivre. Et donc, pour conclure notre conférence, avant que je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat, j'ai fait la liste des petits conseils que je vous ai un peu partagé, j'ai un peu dit pendant cette heure et demie ou 2 heures de parole. Même si je ne l'ai pas dit spécifiquement, ça c'est les conseils que je vous propose. Oui, développer sur une plateforme publique, même si c'est archivé sur Software Heritage, parce que c'est comme ça que vous créez un CV de code source. Quand un employeur vérifie votre CV, il va vous regarder qu'est-ce que vous faites et comment vous écrivez votre code. Dans vos projets, je vous propose aussi de mettre des fichiers de métadonnées, mais surtout documenter le code. Même si vous ne faites pas tout ce que je décris ici, c'est très important d'avoir des README et une certaine documentation pour comprendre qu'est-ce qui est dans vos répertoires. Même pour vous, dans quelques années, ce serait bien de revenir en arrière et se dire « Ah oui, j'ai bien documenté mon code ». Puis, je vous propose d'archiver votre code. On ne sait jamais. Alors, là, on a l'impression que GitHub, c'est pour l'éternité, ou en tout cas, beaucoup de personnes se disent que c'est pour l'éternité, mais c'est une organisation comme toute autre, maintenant sous... comment dire? Maintenant, je pense que c'est Microsoft qui a la main sur GitHub. On ne sait jamais si GitHub va fermer ou va devenir plus privatisé, ou va fermer le côté public. Alors, je ne pense pas, mais on verra. Le futur nous dira. Donc, pour ne pas perdre votre code, faites un Save Code Now chez Software Heritage. Contribuer à d'autres projets, ça vous aide à lire du code et à comprendre des structures différentes de logiciels. C'est très important de ne pas être seulement connaître ce que vous faites pendant vos études et vraiment voir qu'est-ce qui est en dehors de votre cursus. C'est intéressant, mais c'est aussi important. Et finalement, quand vous contribuez, c'est bien de ne pas avoir peur de poser des questions. Alors, avant de poser des questions, lisez la documentation, parce qu'on a beaucoup de questions de personnes qui ne lisent pas la documentation, et ça, c'est pas très malin. Alors, premièrement, lisez la documentation si vous contribuez, et après, vous pouvez poser une question avec un issue, ce qui veut dire une ouverture d'une tâche sur GitHub, ou dans leur mailing list, ou dans notre mailing list, ou sur la chaîne IRC. Nous, on a un channel comme ça pour le développement, accès à tout le monde, public. Donc, si vous avez cette idée de venir contribuer, n'hésitez pas. Vous pouvez déposer des questions sur l'IRC et vous aurez une réponse presque instantanément, seulement si vous avez lu la documentation. Et donc, ça, c'est pour les conseils que je vous donne. Je vais aller regarder, je vois qu'il y a une question. C'est vrai que je n'ai pas dit combien y a-t-il de chercheurs sur ce projet. Ah, c'est une bonne question. De chercheurs, on n'en a pas beaucoup, mais des ingénieurs logiciels, on en a 10. On est 10. J'aurais dû mettre une photo.
On a Roberto Di Cosmo et Stefano Zaccheroli qui sont les chercheurs qui ont fondé le projet. Et avec eux, on a plusieurs ingénieurs logiciels qui construisent l'archive. Et on a un autre chercheur, un visiting researcher, Guillaume Rousseau, et on a un postdoc et on a un doctorant aussi. Et donc, comment êtes-vous organisé pour le travail? Méthode agile. Alors, on ne suit pas une méthode spécifique agile, mais on a une réunion d'équipe toutes les semaines, aujourd'hui en visioconférence, mais ça a commencé bien avant les visioconférences en présentiel. On faisait un stand-up meeting parce qu'on était tous debout quand c'était en présentiel. C'est assez rapide même maintenant en virtuel, mais on ne le fait pas tous les matins, on le fait une fois par semaine. Et on a eu quelques sprints, mais on ne travaille pas régulièrement sur un sprint. Donc, c'est pas comme si on faisait 3 semaines de sprint, on arrête une semaine et après on reprend 3 semaines de sprint. C'est pas du tout le cas. On fait un sprint par trimestre, je dirais, avec un sujet très spécifique qu'on définit au départ pour pas se perdre. Et sinon, le travail est vraiment très libre au sens chaque ingénieur choisit à peu près les sujets qui l'intéressent, sur lesquels il veut développer, et il le fait. Bien sûr, il y a les priorités du projet qu'il faut toujours garder en tête, mais c'est vraiment un fonctionnement assez libre. Puis, comment stockez-vous physiquement les données? Vous avez mentionné, avez pris en compte une catastrophe peut-être des clés USB. Ok, non, alors en fait, on a des serveurs. Alors, on a une copie au centre INRIA de Rocancourt et on a une copie sur Azure. Et on a un projet pour mettre en place des miroirs. Des miroirs, ce seraient des duplications de l'archive dans d'autres centres de recherche ou d'autres universités ou même dans d'autres endroits. On essaye de privilégier que ce soit hors Europe ou aussi en Europe, mais aussi sur d'autres continents pour vraiment essayer de couvrir toutes les catastrophes possibles en cas de vraies catastrophes. Je vois que Emmanuel a mis un lien sur l'équipe, exactement. Vous avez le lien sur l'équipe. Je vais passer à mon dernier slide, qui est juste vous dire merci de m'avoir eu ici. Encore une fois, j'étais vraiment honorée d'être invitée. Ça fait pas très longtemps que j'ai terminé mon master STL, et qui était difficile, je dois l'avouer, mais valait vraiment le coup. Je vais arrêter mon partage d'écran et j'aimerais bien voilà, voir où on en est en termes de temps. C'est le moment de remercier la conférencière en applaudissant, comment dire, avec vos micros et ouverts si vous voulez. Et là, peut-être vous pouvez mettre aussi vos caméras si vous voulez peut-être interagir un peu plus directement. Autant pendant l'exposé, c'est pas tellement gênant, mais là, ça peut être assez plus sympa si on voit la tête de chacun. Et si vous avez des questions à l'oral, vous pouvez aussi poser les questions. Donc moi, je vais en avoir une, mais ce n'est pas une vraie question. J'ai vu qu'il y avait une liste de stages qui était intéressante, mais ce n'est pas tellement précisé si c'est des stages de 6 mois de M2 ou des petits stages de M1 de 2-3 mois. Et est-ce qu'il y a des stages qui pourraient s'adapter selon ce qui va être pris par les M2 et puis ce qui va rester pour les M1? Parce que là, le public, c'est principalement un public de M1, mais c'est aussi une bonne de faire connaissance en 2-3 mois d'été. Alors, pour les M1, malheureusement, on peut prendre seulement des stages de 3 mois parce que 2 mois, c'est trop court pour tous ces sujets-là. Et après, c'est vrai que sur les sujets eux-mêmes, c'est pas décrit si c'est un sujet de 3 mois ou de 6 mois, mais si vous avez vraiment un intérêt sur un des sujets, il faut, quand vous faites la demande, même si c'est en tant qu'M1 pour un stage court de 3 mois, c'est de préciser quel est le sujet, et nous, on verra si ce sujet peut être réalisé
entre moi ou pas. Je veux dire, les sujets sont même plus que 6 mois au sens large. Ça dépend vraiment comment on prend le sujet et à quel est le degré d'accomplissement qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment à voir au cas par cas. Et aussi, j'avais vérifié pour l'alternance. Donc, on n'a jamais pris d'alternance jusqu'à présent. S'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez être alternant, il faut vraiment venir à l'avance, vérifier avec nous si c'est possible, le sujet et l'alternance, parce qu'on n'a jamais vérifié comment mettre ça en place, et ça dépend vraiment de la candidature. Merci. J'ai pas regardé le pad, vous m'avez rempli le pad. Alors j'ai une autre question. Avec la quantité de fichiers récoltés, est-ce que ça ne devient pas impossible de s'y retrouver? Oui, c'est impossible de s'y retrouver. C'est pour ça qu'on a cette problématique de métadonnées. C'est pour ça que les métadonnées sont tellement importantes, parce que c'est avec les métadonnées qu'on peut se retrouver dans l'archive. Donc aujourd'hui, on se retrouve quand on cherche quelque chose dans l'archive, c'est seulement avec l'URL, avec l'origine. Donc quand vous arrivez sur la page de recherche, avec l'URL, vous trouvez directement le repository que vous cherchez. Mais la question, c'est quand vous cherchez une certaine fonctionnalité, vous ne savez pas quel repository vous avez besoin. Donc, vous voulez chercher, je ne sais pas, un outil de construction de graphes ou même quelque chose, toute chose que vous cherchez avec d'autres mots-clés, ça c'est pas encore vraiment possible. Donc, c'est un peu possible, mais c'est l'idée de faire ça avec les métadonnées. Donc aujourd'hui, certaines métadonnées sont indexées, donc on n'a pas tous les projets indexés avec le logiciel, seulement comme vous avez vu, il y a ces 5 fichiers qui sont indexés. J'espère que dans 3-4 ans, je dirais, ça serait un peu plus facile de se retrouver dans l'archive. Et donc, je disais que j'allais regarder si vous avez fait quelque chose sur mon pad. Hop, HackMD. Alors, ah oui, je vois que vous avez répondu un peu. C'est bien. Alors, je vois beaucoup de C, C++ et Java. Il y a un Python, mais pas beaucoup de Python. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous, on développe en Python. Cela dit, quand je suis arrivée sur le projet, je n'avais jamais fait de Python de ma vie. Et franchement, c'est pas difficile à prendre en main ce langage. Donc, n'hésitez pas, juste parce que vous n'avez pas fait du Python avant. Il y a un peu de Git. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Bon, c'est pas grave, mais c'est intéressant de voir. C'est intéressant pour moi. Je ne sais pas si c'est intéressant pour toi, Emmanuel, de voir les réponses qu'ils ont mis sur les licences. Ça, c'est aussi une question que j'avais en fait pour toi, Emmanuel. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, ils ont le droit de choisir une licence comme ils souhaitent, ou il y a une certaine imposition? Moi, je dirais qu'il y a ça. Ça me semble être la base. Au niveau de la licence, à une époque, c'était vraiment un grand menu. Non, c'était vraiment une grande carte, vous pouvez tout choisir. Et maintenant, il y a pas mal de menus assez fixes, avec quelques options en dernière année, pour chaque année avec quelques options, mais pas tant que ça. C'est plutôt au niveau du master où ils ont beaucoup de choix. Donc au niveau du master, en M1, ils sont un peu coincés au sens, il y a quelques jeux obligatoires au premier semestre, mais après, normalement, ils ont pas mal de liberté. Ça, ok. Alors c'est toujours des libertés un peu contraintes, c'est-à-dire si on fait SCS, si on fait de l'algoprog, c'est pas que... Donc là, ils ont un peu de choix, et en particulier, je dirais le S2 et le S3 du master, et pour ça, assez sympa. Du genre, ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire, mais ils commencent à savoir ce qu'ils veulent pas faire en algoprog. Donc ça permet aussi de s'orienter pas mal. Donc là, il y a encore... une question? Oui. Waouh, félicitations. Des réponses en commentaire. Ça veut dire quoi? Ah oui, je vois, exact. En fait, sur le HackMD, il y a une possibilité de mettre un commentaire.
J'ai vu un +1 en commentaire, mais c'était le seul commentaire Preston, que merci je beaucoup, vois. merci la pinouille. Est-ce que Vous l'avez là ou pas? Parce j'espère que que moi je l'ai pas du tout. Hein. Là c'est vraiment bien, la solution je l'ai pas. c'est le commentaire que je voulais voir, que je vais voir. Sinon, il y a. À moins que j'ai une mécanique Alors, il y a qui m'a d'autres échappé dans questions, je le vois. côté puzzle, mais là je l'ai vraiment pas. J'ai pas compris là. J'ai pas compris la remarque sur ces sujets des licences. Il y en a tellement, c'est surtout le rôle de notre avocat, non? Alors, en fait, les licences en sens de mettre sur le code repository, la licence, est-ce qu'on met une GPL, du MIT, est-ce qu'il y a une restriction? Oui, pardon, j'étais monomaniaque et je pensais aux licences. Non, pas bien. D'accord, donc ma réponse était. Alors, je reviens maintenant sur la question. Oui, si vous voulez mettre des licences open source, oui. Il n'y a pas de contrainte. Si vous voulez avoir des choses qui sont correctes avec le droit européen, le droit français, le droit européen, ce sera plutôt les licences à la Cécile soutenues par l'INRIA. Si vous êtes plutôt GPL, vous pouvez mettre du GPL. Si vous voulez si vous voulez être plutôt Netscape, vous pouvez mettre la licence que vous voulez, dans la mesure où c'est du travail effectué pendant vos études. Moi, je trouve ça pas mal que ça soit en open source. Je trouve que c'est une bonne chose. Et puis que ça soit vous, que l'auteur soit bien reconnu. On vous fait des projets sympathiques, on trouve sympathique à corriger. Donc, n'hésitez pas à mettre votre code sous licence libre. Donc, s'il n'y a pas de restriction, vraiment, n'hésitez. Je vais dire n'hésitez pas, mais essayez de faire l'effort de mettre une licence quand même sur le code, parce que du code sans licence, il est en fait pas réutilisable. Il est copyrighté s'il n'y a pas de licence. Donc, c'est mieux pour vous, pour vos projets, d'avoir. Ça prend pas beaucoup plus de temps. J'avoue que moi, à l'époque, je faisais pas ça et je suis pas revenue en arrière sur mes projets de STL pour mettre des licences. Mais je sais que si quelqu'un m'avait dit au moment donné que c'était bien de le faire, j'aurais fait plus attention. Donc, je vous le dis, si vous pouvez juste ajouter un fichier licence en choisissant une licence qui vous convient, ça serait pas mal. Je vois qu'il y a une dernière question, ou pas une dernière, mais une question très haut niveau. Comment cette idée d'archivage est venue? Alors, elle n'est pas venue à moi, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question personnellement. Ce que je sais pour les fondateurs du projet, que c'était une idée qui est venue assez tôt, dans les années vers 2010 peut-être, et que c'est quelque chose qui manquait pour les logiciels, d'avoir une archive universelle. Et en voyant les problématiques que ça mettait en place de ne pas archiver les codes sources, ils ont fait ce qui est nécessaire pour créer ce projet, et qui a commencé en tant que projet INRIA, et maintenant il y a même une fondation Software Heritage. Donc on est là pour le vraiment très long terme, j'espère en tout cas. Pour peut-être plus d'informations, on a plusieurs vidéos. Il y a des vidéos très intéressantes de Roberto sur YouTube que vous pouvez regarder, et des anecdotes super intéressantes. Donc, si vous avez un moment, n'hésitez pas à visualiser ces interventions à lui. Pour compléter ta réponse sur pourquoi c'est venu, il y a eu aussi des événements déclencheurs comme des grandes forces qui ont disparu. Et ça a troublé un peu tout le monde en disant, mais là, on pensait que ça allait être une durée de vie importante. En fait, c'était très court comme durée de vie. Et donc, ça a pas mal troublé des gens du développement de logiciels en disant, non, il faudrait avoir quelque chose qui puisse archiver tout ce qui est public à un instant T. Et donc, mais les idées étaient, comment dire, les idées, la technologie, les choses arrivaient au même moment. Et puis, il y a eu ces événements déclencheurs qui ont pas mal troublé la communauté. Donc, les choses sont arrivées au bon moment. Oui, exactement. Merci Emmanuel pour. Et effectivement, j'ai pas pensé à ça, mais les grandes forges ont vraiment disparu récemment, et Oui, probablement vont continuer à disparaître si on continue comme ça. Donc, on verra. Récemment, il y avait les repositories de Mercurial qui ont disparu, qui ont été arrêtés sur Bitbucket. Donc, ça, c'est quelque chose qui est archivé chez Software Heritage maintenant. Mais ça aussi, c'est très récent que ça a disparu.
peut-être parce que Mercurial est très peu utilisé aujourd'hui et ça va vers l'avenir de Git, on ne sait pas, on verra. Si vous choisissez ce sujet pour faire la synthèse d'une conférence, n'hésitez pas à ce moment-là à faire aussi peut-être le parcours naïf de la personne qui veut faire un suivi sur le logiciel. Ça peut être aussi une bonne entrée en matière. Tester une chose comme ça. Avez-vous encore d'autres questions? Alors, je profite lâchement de votre présence. J'ai envoyé un courrier. Il y a des binômes qui ne sont pas constitués. Si vous voulez le faire seul, vous nous envoyez un courrier pour nous demander. Pour le faire en binôme, envoyez-nous rapidement les choses, qu'on puisse faire des soutenances, parce que ça va être vraiment un enchaînement. Donc, envoyez-nous ça. Et une autre question, ça sera pour Morane. Je te demanderai la présentation que je mettrai à ce moment-là en ligne, si ça ne dérange pas. Ça, bien sûr. On revoir, parce qu'il y a quand même quelques transparents assez chargés, quoi, avec pas mal d'informations. Donc, comme ça, ils auront la possibilité de les relire. Bien sûr. Ah, ça c'est. Il y a une dernière question qui est toujours intéressante, c'est qui va surveiller les surveillants, qui va garantir la garantie. Je te laisse y répondre. Alors, la garantie de l'intégrité des codes archivés, ça dépend de quoi on parle quand on parle d'intégrité. C'est vrai qu'en utilisant un SWID, on peut garantir une certaine intégrité parce que si localement un certain contenu a généré un identifiant intrinsèque et après on a retrouvé ce même identifiant intrinsèque sur Software Heritage, ça veut dire que cela intègre, qu'il y a une certaine garantie sur cette intégrité. Mais je ne suis pas sûre que c'était l'idée de cette question. Peut-être l'idée de la question, c'est plus tard, les codes qui sont déjà chez nous, de voir est-ce qu'ils restent, on peut garantir sur la durée leur intégrité. Donc, je donnerai la même réponse avec l'identifiant. Comme l'identifiant il est intrinsèque, on peut voir facilement récupérer les données et voir qu'ils génèrent le même hash. Plus que ça, je ne saurais vraiment pas, moi personnellement, répondre. Est-ce qu'on fait plus de garanties que ça? Peut-être un dernier mot dans la liste des sponsors au début de Software Heritage. Peut-être vous avez vu qu'il y avait Sorbonne Université aussi un petit peu. Ça tombe bien. Exact. Ça, parce que tu as parlé du CNRS. Oui, mais en fait, j'ai parlé du CNRS parce qu'il n'est pas sur le slide, parce que c'est vraiment très récent, c'est de la semaine dernière. Et effectivement, on a plusieurs universités qui nous sponsorisent, y compris Sorbonne Université. Ça aussi, c'était une très, très bonne nouvelle qu'on a eue en début d'année universitaire cette année. Et j'espère que ça continue, la collaboration avec Sorbonne Université. Il y a une dernière question sur « Et si C disparaissait ?» Alors, est-ce alors, ça, c'est une question philosophique. Est-ce que si un langage de programmation n'est plus populaire, donc disparaît, c'est parce qu'il est plus populaire, on ne l'utilise plus, est-ce que ça veut dire qu'il est plus réutilisable ou plus reproductible? Je ne saurais pas vraiment répondre là tout de suite à la question. Mais il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là exactement. Ce qui est important quand on archive les codes sources, c'est on peut les lire, les codes sources. Donc, même si il est plus utilisable, on a accès à l'information qu'il a contenue et aux procédures, à la logique que ces codes en C ou en tout langage qui a peut-être disparu, en Fortran, ils seront dans l'archive et on pourra avoir accès aux codes eux-mêmes. Donc, est-ce qu'ils seront réutilisables? Ça, c'est une grande question. Même même des logiciels qui, je veux dire, avec des langages aujourd'hui plus populaires,
une question très difficile, la réutilisabilité. Réutiliser quelque chose demande beaucoup aussi du hardware, aussi l'environnement, les dépendances. Donc, seulement le code ne suffit pas, même si le langage n'a pas disparu. Donc, il y a un étudiant dans la salle oui. d'attente. Il y a une autre réponse qui est sympa. Il y a des réponses qui sont sympas. Ce que je vous dire, c'est si C disparaît, vous pourrez toujours écrire un interprète C en camel, au pire des cas. Donc, vous pourrez le refaire revivre aussi. C'est pas totalement perdu. Et là, il y a deux réponses très sympas. Parce que le latin n'est plus enseigné toutes les heures. Ah oui, effectivement, très bonne réponse. Oui. Et très très bonne réponse aussi, c'est inspirer tellement d'autres langages qu'il ne disparaîtra jamais complètement. Et pour la question de OCaml, forcément, donc aussi aujourd'hui il y a des environnements virtuels et des machines, des services sur la préservation des logiciels, comme un projet qui s'appelle Emulation as a Service, qui permet de reconstruire un environnement pour des logiciels qui sont complètement obsolètes. Donc, le fait que quelque chose disparaît ne veut pas dire qu'il est complètement inutile. Hein. Et donc, la dernière question, parce que je vois qu'on est presque à l'heure. Pourquoi stocker le code alors tout ce qu'on a besoin, c'est le raisonnement, le pseudocode? Alors, le pseudocode, il est dans le code, non? Donc, le pseudocode, je pense que ça serait dur à se dire où se trouve tout ce pseudocode. Et un endroit où cette logique et le raisonnement se trouvent, c'est dans l'implémentation du code. Donc, parfois, il y a une divergence entre le pseudocode et le code. Ça, c'est bien à voir aussi, parce que si on a l'article qui donne le pseudocode et on a les implémentations différentes avec même un benchmark qui donne une vue un peu globale de quelle est l'implémentation la plus utile, c'est important de voir que ce code a respecté le pseudocode, et ça, c'est seulement possible si on a accès au code source. Je peux compléter aussi la chose en disant, dans l'archivage, il y a aussi un côté dynamique de l'évolution d'un logiciel qu'on n'a pas forcément si on a plus la version au temps aujourd'hui. Et si vous voulez dire le commentaire. Et en fait, ce qui est bon, c'est que les dynamiques, c'est pas aussi comment le logiciel évolue. Et c'est pas toujours évident parce que ça dépend aussi des avancées du moment en algorithmique ou en concept de langage. Et le petit dynamique, c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision sur l'histoire du développement du logiciel. Et pourquoi en OCaml? C'est juste parce que c'est du tonnerre. Hein. Surtout pour écrire des interprètes et des compilateurs. C'est juste pour répondre à la question. Ok, bah, je trouve que là c'est pas mal. Il est 16 h, tout le monde est resté. Il y a eu pas mal d'interactions. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Puis c'est pas mal de le voir en M1 quand vous commencez à vous poser des questions sur votre avenir. Puis sur aussi, ce que vous avez déjà commencé à écrire. Il y a des gens qui ont des projets importants. Il y a peut-être des gens qui sont déjà archivés chez Software Heritage. Il y a peut-être des gens qui sont déjà archivés qui ne le savaient pas. On va pouvoir vérifier qu'ils sont bien. Donc, tout ça, c'est bien pour la diffusion du savoir. Donc, c'est vraiment des bonnes choses. Et donc, n'hésitez pas à vous faire référencer. Et puis, si ce sujet vous intéresse, hein, c'est plutôt un sujet assez joli. Hein, et puis, avec ce sentiment d'utilité. Donc, n'hésitez pas à faire toc-toc chez les collègues de Software Heritage. Ils connaissent la formation et verront s'il y a adéquation ou pas. Et normalement, vous devriez finir vers mi-juin et reprendre à la mi-septembre, ce qui vous permet juste d'avoir les 3 mois nécessaires pour ça. Donc, je tiens à remercier encore de nouveau Noan Grun-Peter d'avoir accepté cet exercice. Et donc, je vous mettrai très rapidement les transparents en ligne pour que vous puissiez commencer à travailler. Mais ça sera plutôt après la semaine d'examen. Oui, bien sûr. Et nous, on se retrouve, non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines, on se retrouve au plus tard le 11 décembre pour les soutenances. Et il y aura une dernière conférence le 15 décembre sur
l'écosystème de la Silicon Valley, pour changer un peu. Donc, ça sera intéressant. Un grand merci à la conférencière, un grand merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir tenu les 2 heures. Pour être honnête, je trouve ça très, très intéressant à la suite de ces deux conférences. Je trouve que, en fait, c'est pas mal. Je suis intéressé de les écouter et et je trouve que le format se passe plutôt bien avec une interaction qui fonctionne. Ce qui est quand même le point important quand on est conférencier, d'avoir l'interaction, c'est bon. Merci encore à vous de m'avoir invité et d'être ici. Et donc, ça va être toi qui est maintenant l'autre qui va fermer la réunion. Oui, je vais fermer la réunion. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement et je vais fermer la réunion. Au revoir à tous et puis bon courage pour la suite. Et puis, on se retrouve à la mi-décembre pour les festivités des examens. Et vous n'oubliez pas d'envoyer votre devoir le 7 décembre à midi au plus tard, donc lundi 7 décembre. Et puis, ceux qui n'ont pas encore constitué de binôme, d'en faire et de vous prévenir, Martin Pépin et moi. OK? Bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à électronique, Discord, ce que vous voulez, pour nous les poser. Au revoir à tous. Au revoir.